Dans cette vidéo consacrée au test du vidéoprojecteur Sony VPL VW760S, je vous propose d'explorer rapidement les différents menus sur l'exemple d'un film qui est en HDR. Donc on n'aura pas les mêmes menus en SDR, mais au moins ça nous donne un petit aspect de ce qui est possible de faire. Donc dans le menu qui permet donc de faire les ajustements vidéo, on retrouve les mêmes paramètres que l'on a dans la majorité des vidéoprojecteurs de la marque, à quelques différences près, notamment au niveau du cinéma Black Pro. Donc ici on a une appellation qui s'appelle Laser Light Setting, donc qui n'est pas présente sur les vidéoprojecteurs à lampe forcément, et donc qui nous permet de régler le contrôle de la dynamique, c'est-à-dire donc la puissance du laser par rapport à la structure de l'image, donc ce qui permet d'augmenter les contrastes, la puissance de sortie du laser, et ici un circuit qui permet de moduler le contraste dynamique. Donc c'est un processing vidéo numérique, donc qui va intervenir aussi dans la perception des contrastes dans l'image. Bon, je ne sais pas si on voit grand chose dans cette image là, mais dans certaines images il y a une grosse variation et ça peut s'avérer utile, principalement lorsqu'on regarde un film en HDR. Donc on retrouve les différents réglages de motion flow qu'on connaît déjà, qu'on verra plus tard dans une autre vidéo. Le contraste HDR qui est un réglage spécifique au HDR. Donc on a un accès à un contraste classique lorsqu'on regarde un film en SDR. On va remonter vite fait, observer le Reality Creation, donc qui permet d'ajuster d'une part pas vraiment la netteté, mais ce qu'ils appellent la résolution, c'est un moyen d'augmenter les détails dans l'image, le noise filtering, qui, comme son nom l'indique, est un filtre qui va nettoyer le bruit de l'image, donc en fait qui sert à niveler l'effet de la résolution, donc qui permet d'augmenter les détails. Les deux filtres sont combinés ensemble. Sélection de température de couleur, donc ici D65 puisque le film a été calibré et le D65 correspond. Donc dans les menus experts on a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Ici un algorithme de réduction de bruit, donc qui est assez performant, mais qui se constate surtout sur les images en mouvement. Donc si on fait une pause on ne verra pas grand chose. Là en l'occurrence le film est très peu bruité, donc c'est assez difficile de juger de son efficacité. Par contre ce qui est intéressant c'est de constater la présence d'un mode automatique, donc il va choisir la pertinence et la puissance du filtre par rapport à la structure de l'image. Donc ça c'est un filtre à utiliser dans certains cas de figure, mais pas pour un film en Ultra HD bien entendu. Le MPEG-NR donc qui va agir de plus ou moins la même manière et qui est surtout efficace sur les Blu-ray standards avec un encodage qui ne sera pas de très très bonne qualité, et les DVD puisque le MPEG-NR, donc la réduction de bruit MPEG, est une relique des compressions vidéo au format MPEG. Le smooth gradation qui est un algorithme qui permet de résoudre les problèmes de postérisation et qui marche très bien. Ça on le verra dans notre test écrit, il y a quelques screens qui ont été un petit peu retravaillés pour mettre en évidence l'effet du filtre, mais ça marche vraiment très très bien. En position basse il est déjà très efficace, pas la peine de sélectionner une position plus élevée. Évidemment ce problème là donc de postérisation vous ne l'aurez que sur les Blu-ray classiques, les DVD, éventuellement la télévision. Normalement sur un Blu-ray Ultra HD vous ne l'avez pas, puisque la majorité des Blu-ray Ultra HD sont encodés en 10 bits, parce que le problème de postérisation se produit exclusivement avec les programmes qui sont enregistrés en 8 bits, donc qui n'ont pas suffisamment de nuances de couleur, donc pour créer des dégradés suffisamment précis pour éviter la sonorisation, la postérisation, ce qu'on appelle aussi le bending. La correction des couleurs, donc ça rentre dans le cadre du calibrage.
le Clear White, qui est un artifice qui permet d'accentuer la lisibilité des blancs, mais alors je sais pas si on le voit là sur la vidéo, sur nos tests ce sera un petit peu mieux expliqué et démontré. Il a la fâcheuse tendance d'intervenir aussi sur la température de couleur, donc moi je ne conseille pas de l'utiliser. Ici donc les paramétrages de sélection HDR qui sont assez sommaires, et donc le HDR verrouille l'accès au gamma. On verra tout à l'heure, je vais mettre sur off. Ça nous permettra de revoir un petit peu les différents paramétrages qui ne sont plus accessibles lorsqu'on est en mode HDR. Donc le mode automatique qui permet de basculer automatiquement sur l'espace colorimétrique correspondant, donc le BT2020. Si on bascule en mode HDR10, on a la possibilité de choisir l'espace de couleur, ce qui n'est pas pertinent jusqu'à présent. Le mode HDR référence, qui est un mode HDR optimisé pour les films étalonnés à 1000 nits. Donc pas tous les films évidemment. Le mode HDR10 va permettre aux vidéoprojecteurs d'être calibrés dans un mode, on va dire, passe-partout, qui marche dans tous les cas de figure. Donc si on bascule dessus, là je suis en HLG. Alors le HLG évidemment c'est pour tout ce qui est donc en hybrid log. C'est un format HDR peu répandu qui sera normalement disponible pour toutes les diffusions télé et aussi sur des caméscopes. Donc, nous, sur du film, on n'en a pas besoin. Voilà le HDR référence que ça donne. Difficile de faire la différence entre le HDR10 et le HDR référence sur ce film, puisqu'il est étalonné en 4 minutes. Donc avec le mode off, on va pouvoir basculer dans les autres menus. Donc on voit qu'on récupère la correction de gamma, donc qui n'est pas accessible en HDR, puisque en HDR on est sur une gestion des transferts de luminance spécifiques. Et on peut sélectionner donc son espace de couleur. Je vais rebasculer en mode automatique. Donc si on repart sur l'espace de couleur, on n'a accès qu'au BT2020, ce qui est tout à fait normal puisque ça correspond à l'espace de couleur des films en HDR. L'input lag, donc ça c'est pour les joueurs. Donc ça permet de réduire la latence vidéo du vidéoprojecteur. Donc si on le met sur on, bon là on ne se rend pas compte, mais on a pas mal de paramètres qui sont plus du tout accessibles. Et si on va sur le motion flow, il est basculé sur off par défaut et il n'y a plus que le mode impulse de disponible. Donc, tout ça sont des verrouillages qui permettent donc d'optimiser la latence du vidéoprojecteur, et donc ça permet de jouer à des jeux vidéo sur ce vidéoprojecteur, notamment des jeux vidéo qui nécessitent d'avoir de bons réflexes, comme les FPS. Voilà pour l'exploration des menus les plus importants de ce vidéoprojecteur.